Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. André Mauroy, né en 1885 à Elbeuf et mort à Neuilly en 1967, auteur de quelques 90 livres, fut longtemps l'un des écrivains les plus lus et les plus respectés de sa génération, tant en France qu'à l'étranger. On l'appréciait d'ailleurs autant en Amérique qu'en Union soviétique et il a été traduit en plusieurs dizaines de langues. Sa notoriété comme conteur, romancier, essayiste, historien, biographe, journaliste, conférencier, mémorialiste et académicien l'amena à beaucoup voyager, surtout dans les pays anglo-saxons, et à se lier d'amitié avec de grands esprits, tels Paul Valéry, André Gide ou Rudyard Kipling, ou quelques-uns des acteurs politiques majeurs de l'entre-deux-guerres, Aristide Briand, Winston Churchill, Édouard Herriot, Léon Blum. Il n'empêche qu'aujourd'hui on l'a un peu oublié, et que son œuvre ne séduit plus guère la jeunesse. Le milieu universitaire français l'ignore ou le traite avec condescendance et hormis quelques fictions en prose et récits de vie, la plupart de ses écrits ne sont plus réédités. Pour qui étudie la théorie et la pratique de l'histoire littéraire, il est toujours intéressant, et en même temps difficile, de rendre compte de ce phénomène si courant, et parfois étonnamment rapide, de la relégation d'un auteur à succès à celui d'un oublié, voire du déclassement de son œuvre au rang de représentante de la littérature mineure. Comprenons que comme Anatole France, Roger Martin Dugard ou Georges Duhamel, trois auteurs qu'il admirait, Mauroy, devenu dès les années 30 un mandarin des lettres, couvert d'honneur à la fin de sa vie, indifférent aux modes intellectuels, bien éloigné des avant-gardes dont il avait tendance à se défier, incarne à la fois l'humanisme bourgeois et l'attachement à la culture classique, valeurs plutôt dénigrées ou démodées depuis la seconde moitié du XXe siècle. Il meurt à un moment où la littérature se remet en question, où les recherches formelles et les expériences d'écriture, initiées depuis les années 50, suscitent de l'engouement pendant encore au moins une décennie. Ajoutons-y le conservatisme politique et moral, que mai 68 allait totalement rejeter, ainsi que son côté psychologue mondain, écrivant pour quelques happy few, dont se moquait déjà le communiste Paul Nizan, qui ont pu aussi lui faire du tort a posteriori. En outre, le fait d'être un brillant polygraphe ou une machine à livres n'a jamais été rare, mais de nos jours cela inspire peut-être davantage de méfiance. Et enfin, quelque plaisir que l'on ait à savourer sa prose élégante, il faut bien reconnaître que son style assez châtié semblera un tantinet désuet aux yeux de certains. Du vivant de Mauroy, son travail d'écriture et ses idées ont fait l'objet de plusieurs études savantes ainsi que d'innombrables analyses dans la presse nationale et internationale. Rares auront été les commentaires désobligeants, et si sérieux et documentés que soient les essais d'autrefois publiés en France. On peut déplorer leur ton exagérément bienveillant ou admiratif, flagrant par exemple dans le livre de Michel Droit ou dans celui de Jacques Suffel, ouvrage de référence malgré tout. Parmi les quelques travaux universitaires sur Mauroy, il faut retenir la thèse de doctorat de Judith Kaufmann publiée en 1980 sous le titre Aspect d'André Mauroy biographe et surtout, l'excellente monographie en langue anglaise de Jack Colbert, The Worlds of André Mauroy, parue la même année. En 2003, Dominique Bonnat, s'appuyant sur les lettres inédites contenues dans le riche fonds Mauroy de la Bibliothèque de l'Institut de France, reconstituera la vie sentimentale de l'écrivain tout en exposant sa conception de l'amour. Force est de constater que depuis un demi-siècle, très peu de chercheurs en littérature ou en histoire culturelle se sont penchés sur le cas Mauroy. Fait d'autant plus étonnant qu'il avait pourtant été un témoin de son temps, commentateur de la situation politique internationale, éditorialiste engagé dans L', immédiate avant-guerre, conseiller ou confident de plusieurs grands dirigeants occidentaux, sollicité par le général de Gaulle en juin 1940 pour être le porte-parole de la France libre, un infatigable et talentueux ambassadeur de la francophonie et indéniablement, un acteur majeur de la vie intellectuelle française des années 20 jusqu'au début de la Ve République, présence active au Décade de Pontigny, familier de la NRF, ***, union entre les réseaux de Grasset et de Gallimard, participation à des jurys littéraires, membre de nombreux comités éditoriaux, mentor de jeunes auteurs, etc. Il n'empêche que même Jacques Julliard et Michel Winocq omettent son nom dans la nouvelle édition de leur très utile mais fort partial dictionnaire des intellectuels français. C'est donc en partie pour contribuer modestement à sa redécouverte, ainsi qu'à une réévaluation de la spécificité de son œuvre que j'ai entrepris ce travail.
J'espère que des initiatives seront prises en 2017 pour célébrer le 50e anniversaire de sa disparition. Mauroy, qui a beaucoup théorisé son art et se définissait comme un cavalier seul, se faisait une très haute idée de la littérature. 2 de ses phrases sont à rappeler. Le romancier peut, pour certains lecteurs, devenir l'ami inconnu qui les sauve d'eux-mêmes, et l'écrivain doit être une sorte d'ambassadeur de l'esprit qui nous enseigne à mieux connaître sous tous ses aspects cette chose merveilleuse et mystérieuse qu'on appelle la vie. Enseigner, voilà son dessein. Son besoin de comprendre et d'expliquer lui a fait dire qu'il voulait être considéré comme un honorable instituteur. Et précisément, l'un des aspects essentiels de son œuvre est la réflexion sur les mœurs. En ce sens, Mauroy s'inscrit dans la grande tradition des moralistes français dont il est peut-être l'un des derniers héritiers au XXe siècle. Plusieurs de ses livres, tels Sentiments et coutumes, Un art de vivre ou Ce que je crois, sont ouvertement des traités de mœurs, voire des guides de conduite ou des bréviaires du bonheur. En outre, les récits, les biographies, les ouvrages d'histoire et ses mémoires contiennent tous, ici ou là, de petites maximes au présent de l'indicatif ou alors de discrets aphorismes qui apparaissent comme l'expression en filigrane des convictions les plus fermes de l'auteur, ou du moins, de ses aspirations, et qui sont censés rendre perceptible l'humanité commune. Dans l'un des nombreux textes autobiographiques qu'il nous a laissés, Mauroy révèle que sa lecture la plus constante quand il était enfant fut celle d'une anthologie de la pensée des moralistes français, de La Bruyère à La Rochefoucauld et de Pascal à Vauvenargues, avec des notices par Sainte-Beuve. Le livre se trouvait dans la bibliothèque maternelle et restera son compagnon favori à l'âge adulte. On trouve de nombreuses citations de ces auteurs dans ses écrits. Par ailleurs, Mauroy a aussi toujours admiré les romans d'analyse, qui de La Princesse de Clèves à La Porte étroite, en passant par Le Rouge et le Noir, ont tenté d'expliquer notre psychologie et de montrer le complexe enchevêtrement entre sentiments, éthique et contraintes sociales. À son tour, il se livre à l'exercice dans des romans et nouvelles censés donner au lecteur des leçons utiles sur un ton amical ou fraternel. Bref, plutôt indifférent à la quête incessante de l'originalité esthétique, peu enclin à faire passer des messages politiques mobilisateurs ou des idées philosophiques absconses, l'auteur de Climat prétend apporter sa contribution à la connaissance du cœur humain, à l'instar des auteurs qui, dans sa jeunesse, l'ont aidé à se comprendre. C'est donc de Mauroy moraliste que je voudrais parler, et uniquement. La présentation de quelques éléments biographiques et bibliographiques va permettre de comprendre pourquoi et comment l'écrivain a entrepris ce travail qui mêle anthropologie et psychologie morale. Il y sera notamment question de l'influence d'Alain sur sa formation intellectuelle. Étant donné l'importance, la pluralité et la longévité de la tradition moraliste française, il importera d'établir les similitudes et les différences entre elle et l'œuvre de Mauroy, tant dans les formes de l'écriture que dans les thèmes étudiés. Les principales idées de celui qui prétend observer et comprendre la nature humaine seront ensuite présentées dans leur originalité puis illustrées par un florilège d'aphorismes et autres maximes. 1. Éléments biobibliographiques. Son nom de naissance était Émile Salomon Wilhelm Herzog. Ses parents venaient d'Alsace et avaient choisi la France lors de l'annexion allemande en 1871. C'étaient des drapiers israélites bien assimilés, plutôt éloignés du judaïsme ou en tout cas de la pratique religieuse. Ils allaient même écouter l'office de Noël au temple protestant et leur foi était plus morale que métaphysique. L'enfant ne découvrit d'ailleurs sa judéité qu'à l'école par le regard d'autrui et les moqueries des antisémites. Il fit sa bar mitzvah à l'âge de 12 ans sans que cela signifiât autre chose qu'un rite familial. Peut-être, nous sommes vers 1897, la preuve d'une solidarité avec ce capitaine Dreyfus pour qui le père et les oncles ressentaient tant de compassion. Adulte, il se définira longtemps comme agnostique même s'il se rapprochera peu à peu du christianisme en vieillissant, admirant la spiritualité et la liturgie propre au catholicisme. Il se dira favorable à l'assimilation totale de chaque juif enraciné au pays dans lequel il est né, qui est le sien, qui fut celui de ses pères et dont il a hérité les traditions et la culture. Au lycée de Rouen, en 1901, il eut Alain comme professeur de philosophie et il restera toute sa vie l'un de ses plus fidèles disciples, convaincu comme lui que la pensée abstraite et désincarnée n'a rien à nous apprendre, au contraire des poèmes d'Homère ou des romans de Balzac. Le maître, marqué par Montaigne et Descartes, prône le scepticisme et la vigilance face aux pouvoirs politiques, économiques ou cléricaux.
Il critique les systèmes de pensée qui emprisonnent l'esprit à la façon de cages préparées. C'est un humaniste, plutôt de gauche mais sans sectarisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.